La pluie fine de novembre lustrait le pavé de la rue du Dragon, transformant les lumières des vitrines en comètes diffuses. Devant la façade laquée de noir du Moreau Saint-Germain, un voiturier au geste impeccable fermait la portière d'une berline allemande. De l'intérieur s'échappait une bouffée de chaleur, des rires étouffés et le tintement cristallin des verres. C'est à ce moment précis que Jean-Luc apparut, longeant les murs comme une ombre. Son vieux manteau, usé jusqu'à la corde, buvait la bruine. Une nuit blanche au SAMU social avait laissé sur son visage des traits de fatigue, et, au revers de son col, cette odeur tenace et paradoxalement pure d'eau de javel et de café froid. La porte du restaurant s'ouvrit. Arnaud en sortit le premier, silhouette taillée dans un costume impeccable, un nuage de parfum ambré et arrogant flottant autour de lui. Juste derrière, Chloé, sa femme, aussi belle et fragile qu'une fleur sous serre. Arnaud s'arrêta net en voyant Jean-Luc. Un pli de dégoût crispa sa bouche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La voix claqua, sèche. Les quelques clients qui attendaient, sous l'auvent, se turent. Chloé, à côté de son mari, se figea. « Arnaud » commença-t-elle d'une voix à peine audible. Il l'ignora. Il fit un pas vers Jean-Luc, réduisant la distance sur le trottoir devenu une arène. « Tu ne peux pas rester là. Regarde-toi. Tu as l'air d'un clochard. » Chaque mot était un coup de fouet dans le silence humide. « Tu salis l'image de la maison. » Jean-Luc ne répondit pas. Il ne baissa même pas les yeux. Il le regardait, simplement. Dans son regard, ni honte, ni colère. Une immobilité insondable, une attention presque clinique. Il observait la mâchoire contractée de son gendre, la terreur qui pointait dans les yeux de sa fille. Chloé détourna le regard. Ce fut un mouvement infime, presque imperceptible, mais qui scella tout. Une lâcheté douce et terrible, le repli d'une créature écrasée par la peur. Son regard se perdit sur les pavés luisants, n'importe où, mais pas sur ce père qui lui faisait honte, ou sur ce mari qui la terrifiait. « Sécurité !» lança Arnaud d'un ton cassant vers le portier. « Éloignez-moi cet homme, tout de suite. » Le voiturier, mal à l'aise, fit un pas hésitant. Mais Jean-Luc ne bougeait toujours pas. Il restait là, sous la pluie fine, un prédateur silencieux qui venait de voir sa proie se jeter d'elle-même dans le piège. Il avait sa réponse. Le silence de plomb qui l'enveloppait était plus lourd, plus menaçant que n'importe quelle insulte. Sans un mot, Jean-Luc pivota et dépassa le voiturier pétrifié. Il franchit le seuil du restaurant comme s'il en avait toujours été le maître, ce qu'il était. Le brouhaha feutré des conversations, le tintement des couverts sur la porcelaine, tout s'éteignit sur son passage. Son vieux manteau, sa silhouette fatiguée, créaient une anomalie dans ce décor de luxe et de faux-semblants. Il ne se dirigea pas vers la salle principale, mais vers le salon privé au fond, d'où s'échappaient les rires satisfaits d'une poignée de cadres réunis autour d'Arnaud. Il poussa la porte sans frapper. Arnaud, qui venait de le suivre, rouge de fureur, s'apprêtait à hurler. Il n'en eut pas le temps. D'un geste ample et dépourvu de toute colère visible, Jean-Luc sortit de son manteau une liasse épaisse de documents cartonnés et la laissa tomber sur la table en marbre. Le bruit fut sec, lourd, définitif. Un son mat qui fit taire les rires et figea les sourires. Sur les visages stupéfaits, la même question. Arnaud blêmit. Des perles de sueur poissèrent soudain ses tempes. Il reconnut le format des dossiers. Extrait Kébis de la holding Moreau et Capital, statut mis à jour au 3 novembre, procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 7. La voix de Jean-Luc était neutre, presque lasse, comme celle d'un greffier lisant un acte. « Je vous fais grâce des annexes. L'essentiel tient en une ligne. Je détiens toujours 87% des droits de vote de cette entreprise. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Seule la respiration saccadée d'Arnaud devenait audible. Jean-Luc le fixa, son regard vide de toute émotion.
En vertu de l'article 18 des statuts, et en ma qualité d'actionnaire majoritaire, je vous révoque, Arnaud, de l'ensemble de vos mandats sociaux. Directeur général délégué, administrateur, tout. Effet immédiat. Vous n'êtes plus rien ici. Il fit glisser un autre dossier vers le centre de la table. Ceci, c'est pour le procureur. Abus de biens sociaux, pour commencer. Les virements vers la société écran Aetius au Luxembourg, 120 000 € le 14 juin, 85 000 le 3 septembre, j'ai les relevés. Vos notes de frais pour des voyages à l'île Maurice avec votre maîtresse, validées sous un intitulé de séminaire de prospection. C'est d'une banalité affligeante. Chaque mot était une pierre jetée dans l'eau stagnante de leur suffisance. Chloé, restée sur le seuil, semblait vaciller. Son univers de certitude dorée se fissurait sous ses pieds. Jean-Luc marqua une pause, laissant le poids des faits s'installer. Puis, il porta le coup de grâce. Mais le plus intéressant, ce sont ses courriels, échangés avec Maître Vasseur, spécialiste en droit des incapacités. Objet: mise sous protection juridique de JLM. Vous y évoquez ma sénilité, mon comportement erratique, dans le but de me faire placer sous tutelle. Une OPA sur un père. C'est ambitieux. Le masque d'Arnaud vola en éclats, révélant la panique nue d'un animal pris au piège. Jean-Luc se tourna alors vers sa fille. Sa voix, pour la première fois, se voila d'une infinie nausée. « Et toi, tu signais les procurations en blanc qu'il te tendait. Tu l'as laissé te vider de ta substance, t'isoler, faire de toi un simple prête-nom pour ses manœuvres. Il n'a pas seulement volé mon argent, il a détruit ce que tu étais. » Chloé porta une main à sa bouche, le souffle coupé. La prison de verre qu'elle habitait venait d'exploser, et le vide qui s'ouvrait devant elle était plus terrifiant encore que les barreaux. Ce n'était pas de la libération qu'elle ressentait, mais le vertige absolu de la chute. Le regard de Jean-Luc resta fixé sur sa fille. Dans le silence absolu de la pièce, on n'entendait plus que le souffle saccadé de Chloé. Il comprenait maintenant. Cet argent, son argent, n'avait pas servi à bâtir un bonheur, mais à dorer les barreaux d'une cage. Et il en avait été le lointain et aveugle architecte. Sa décision fut une lame de fond, silencieuse et dévastatrice. Il avança d'un pas vers la table, son ombre couvrant les dossiers étalés. « Ton poste aux ressources humaines », dit-il d'une voix neutre, sans la moindre inflexion. « Il n'existe plus. À compter de cet instant. » Un silence. Chloé le regarda, les yeux vides, ne comprenant pas encore la nature du coup. « Les clés de l'appartement », poursuivit Jean-Luc, la main tendue, paume ouverte. Ce n'était pas une requête. Machinalement, comme une automate, Chloé plongea une main tremblante dans son sac. Le cliquetis métallique du trousseau, quand elle le sortit, fut d'une obscène violence dans le silence sépulcral. Il le lui prit doucement des doigts. Le contact fut bref, glacial, définitif. Les cartes sont bloquées. Toutes. Il la regarda enfin, et dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, seulement une tristesse abyssale, celle d'un chirurgien obligé d'amputer un membre aimé pour sauver le corps. Tu as 1 an, Chloé, 12 mois, pour apprendre à te tenir debout, seule, sans mon nom, sans mon réseau, sans rien. C'est le seul cadeau que je puisse encore te faire. Ne cherche pas à me suivre. C'est un chemin que tu dois parcourir sans moi. » Se détournant d'elle, il balaya du regard les cadres pétrifiés. Son attention se posa sur une femme d'une 40aine d'années, sobrement vêtue, qui se tenait un peu à l'écart. Céline, sa directrice d'exploitation, celle qui avait gravi tous les échelons à la force du poignet. « Céline, » dit-il simplement. « À partir de demain, le groupe Moreau vous appartient. Je vous cède la totalité de mes parts pour 1 euro symbolique. Les avocats finaliseront ça. Faites-en quelque chose de juste. » Un hoquet de stupeur parcourut l'assemblée. Céline elle-même blêmit, incapable de formuler un mot. Jean-Luc se dirigea vers la desserte, où un espresso l'attendait, froidissant. Il l'avala d'un trait,
comme pour sceller son verdict par l'amertume du breuvage. « Quant à moi, annonça-t-il à personne en particulier, le regard déjà perdu vers une côte battue par les vents qu'il imaginait. Je pars pour Boulogne-sur-Mer. Je vais y monter une école de cuisine gratuite pour les jeunes en rupture. Ça s'appellera la Brigade. » Il posa la tasse vide, le petit choc de la porcelaine sur le bois, marquant le point final. Sans un regard en arrière, ni pour l'empire qu'il venait de décapiter, ni pour la fille qu'il venait de jeter dans le vide pour la forcer à voler, il quitta la salle. La porte se referma derrière lui dans un déclic feutré, laissant derrière lui un silence de ruine et le vertige d'une liberté à conquérir. 1 an avait passé. 1 an, ou une vie entière. L'air de Paris, saturé de parfums et de gaz d'échappement, n'était qu'un lointain souvenir, une note de tête évaporée. Ici, à Boulogne-sur-Mer, le vent du large charriait des odeurs d'iode, de sel et de poissons frais. Le fracas rythmé des vagues contre la jetée avait remplacé celui des klaxons, et le cri des mouettes, les sirènes des ambulances. Dans les vastes cuisines industrielles d'un ancien entrepôt réaménagé, face à la mer grise, la Brigade était devenue une réalité. 24 jeunes, têtes brûlées, décrocheurs scolaires ou simplement perdus, s'activaient dans un ballet chaotique, mais de plus en plus maîtrisé. Jean-Luc, dans un simple tablier blanc, circulait entre les plans de travail en inox. Il ne criait jamais. Sa voix, basse et calme, corrigeait un geste, questionnait une cuisson, rappelait la rigueur d'une découpe. Son autorité n'était plus celle de l'argent, mais celle du savoir-faire. Dans les yeux de ces adolescents, il voyait la fierté naissante remplacer la défiance. Il leur apprenait la dignité par le travail, la poésie d'un beurre noisette crépitant dans une poêle en cuivre. Il avait trouvé sa paix. Un matin de février, alors que la lumière crue de l'hiver inondait la cuisine, une silhouette se découpa dans l'encadrement de la porte de service. Le bruit des couteaux sur les planches, le sifflement des plaques de cuisson, tout sembla se suspendre un instant. La femme qui se tenait là n'avait rien de la Chloé de la rue du Dragon. Le visage était nu, sans maquillage, presque sévère dans sa simplicité. Les cheveux, tirés en un chignon strict, laissaient voir une nuque que personne n'avait jamais vue. Elle portait des vêtements impersonnels, usés mais propres. Elle ne dit rien. Elle s'avança lentement, traversant la cuisine sous le regard curieux des apprentis. Elle s'arrêta devant Jean-Luc. Elle ne pleura pas, ne chercha pas son regard pour y trouver du réconfort ou du pardon. Elle tendit simplement ses mains, paumes vers le ciel. Elles étaient de la carte de son odyssée. La peau était rêche, rougie par l'eau de Javel et les détergents. De petites cicatrices de brûlure marquaient ses doigts. Les ongles, autrefois manucurés, étaient coupés à ras, sans pitié. C'étaient les mains d'une plongeuse, d'une serveuse, d'une femme qui avait frotté, porté, nettoyé. J'ai fait la plonge pendant 1 an. Dans une brasserie à Drancy, sa voix était plate, factuelle. J'ai divorcé. Je vis dans un studio. Elle marqua une pause, inspira l'air chargé d'odeur de cuisine. Je suis venu pour apprendre, pour commencer par le début. Jean-Luc la regarda longuement. Il ne regardait pas son visage, mais ses mains. Ses mains qui étaient la preuve irréfutable de sa métamorphose. Une vague immense, une fierté paternelle si violente qu'elle en était douloureuse, menaça de le submerger. Il la contint. Il se retourna sans un mot, prit un tablier propre sur une pile et se tourna de nouveau vers elle. Il le lui tendit. Un simple tablier de coton blanc. « Il y a 24 postes dans la brigade, » dit-il, et sa voix était la même que pour n'importe quel autre élève. « Le tien sera le 25e, pas de passe-droit. Le service commence dans 1 heure. Tu commences par les pommes de terre. » Chloé prit le tablier. Ses doigts abîmés effleurèrent ceux de son père. Elle le noua autour de sa taille. Le geste était maladroit, mais déterminé. Le fracas familier des casseroles et des ordres reprit peu à peu autour d'eux. Leurs regards se croisèrent au-dessus d'un plan de travail en inox, un regard qui durait depuis 1 an.
Il avait perdu un empire et une héritière. Il venait de gagner une fille. Le monde, un instant suspendu, reprit son souffle et son bruit. La rumeur des voix, le choc du métal contre le métal, le sifflement d'une poêle sur le feu. Le moment de grâce était terminé. L'éternité avait duré 10 secondes. Le service, lui, n'attendait pas. Le nœud que Chloé fit à sa taille fut malhabile, presque enfantin, contrastant avec la précision professionnelle du reste de la brigade. Personne ne commenta, mais tous avaient vu. 24 paires d'yeux, certains curieux, d'autres hostiles, avaient enregistré la scène. L'arrivée de cette femme, dont le visage pâle et les mains encore trop douces trahissaient une autre vie, était une anomalie dans leur univers de sueur et de discipline. Un jeune homme au regard dur, Malik, le plus ancien des apprentis, la dévisagea sans se cacher, un rictus au coin des lèvres. Il murmura à son voisin, assez fort pour être entendu. La plonge, c'était pas assez chic. Jean-Luc, qui s'était déjà détourné pour inspecter une sauce, sembla ne rien avoir entendu. Ou peut-être avait-il tout entendu. Il désigna du menton un coin de la cuisine, près des réserves. Un tabouret, 2 seaux, un économe. Le sac de Binche est là, 100 kilos. Épluché, tourné en cylindre régulier et dans l'eau froide pour éviter l'oxydation. Tu as 1h30. 100 kilos. Le chiffre flotta un instant dans l'esprit de Chloé. C'était une abstraction, une quantité qu'elle n'avait jamais eu à visualiser de sa vie. Puis elle vit le sac en toile de jute, énorme, ventru, posé comme une bête endormie sur le carrelage. Une montagne. Elle s'assit sur le tabouret froid. Le premier contact avec la pomme de terre fut étrange. La peau terreuse, la chair dense et humide sous l'économe. Ses premières tentatives furent un massacre. Elle arrachait des morceaux de chair, laissait des yeux noirs. Ses cylindres ressemblaient à des sculptures cubistes ratées. Ses mains, celles qui avaient porté des diamants, se crispaient sur le manche en plastique bon marché. Une ampoule commença à se former à la base de son pouce droit. Au bout de 20 minutes, son dos était un nœud de douleur. Chaque fibre de son être hurlait de tout abandonner. Le souvenir de la chaleur d'un bain moussant dans son appartement haussmannien lui revint avec une violence inouïe. Le visage ricanant d'Arnaud se superposa à la montagne de tubercules. « C'est ça que tu voulais? Être une souillon ?» Puis elle releva la tête. À travers la vapeur et l'agitation, elle vit les autres. Des gamins, pour la plupart. Leurs gestes étaient rapides, précis, une chorégraphie apprise dans la douleur et la répétition. Ils ne la regardaient plus. Elle n'était qu'un bruit de fond, une présence maladroite dans un coin. Et elle comprit. Elle comprit que l'indifférence était la première étape du respect. On ne la jugeait plus, on l'ignorait, car elle n'était pas encore au niveau. Alors elle baissa la tête et se remit au travail. Elle cessa de penser. Elle se concentra sur le geste. Le poids de la pomme de terre dans sa paume, la morsure de la lame, la spirale de peau qui tombait dans le seau. 1, 2. Le couteau tourne. 1, 2. La peau tombe dans le seau. 1, 2. Le cylindre imparfait rejoint les autres dans l'eau glacée. C'était une litanie, une prière du corps. Quand l'heure et demie fut écoulée, le sac n'était pas vide, loin de là. Mais un des grands bacs en plastique était presque plein de cylindres pâles et uniformes. Ses mains étaient rouges. Sa manucure d'un autre temps n'était plus qu'un souvenir écaillé. Son dos la brûlait. Elle ne s'était jamais sentie aussi épuisée, ni aussi vivante. Jean-Luc passa derrière elle sans s'arrêter. Il jeta un regard clinique dans le bac. Trop lent. Et calibre-moi mieux ces tournées. On ne fait pas des frites pour une kermesse. Il n'y avait ni colère ni encouragement dans sa voix. Juste un constat technique. Puis, il se tourna vers Malik. « Malik, montre-lui comment on tient le couteau sans s'entailler le pouce. Le poste 25 nous fait perdre du temps. » Et il s'éloigna, déjà absorbé par le dressage d'une entrée. Chloé resta là, les mains trempées dans l'eau froide, regardant Malik s'approcher d'elle,
son air narquois à peine dissimulé. L'épreuve ne faisait que commencer. Malik ne perdit pas une seconde. Il s'essuya les mains sur son tablier, déjà maculé de taches sombres, et s'adossa au plan de travail en inox à côté de Chloé. Il ne la regardait pas, mais elle sentit son mépris comme une brûlure froide. « Le poste 25, hein ?» lança-t-il, sa voix traînante portant par-dessus le fracas ambiant. Il attrapa un économe et une pomme de terre, avec une rapidité qui confinait à la magie. « Le chef dit que tu nous fais perdre du temps. On va régler ça. » Il n'attendit pas de réponse. Son poignet bougeait avec une souplesse mécanique, la peau du tubercule se détachant en un seul, long et parfait ruban. Il posa la pomme de terre nue sur la planche. Puis, il prit un petit couteau d'office. « Tu vois ça ?» dit-il en faisant tourner la lame autour de la chair, la taillant en 7 facettes régulières, un petit tonneau oblong. « C'est un tourné, c'est la base. Toi, ce que tu fais, c'est du vandalisme. » Il lui tendit le couteau, le manche en premier. « Allez, Cendrillon, au boulot. » Chloé prit l'ustensile. Le métal froid et léger semblait étranger dans sa paume. Ses doigts, habitués au contact lisse d'un stylo Montblanc ou au grain du cuir d'un sac de luxe, ne savaient comment se placer. Elle essaya d'imiter le geste de Malik. La lame glissa, mordant la pulpe de son pouce. Une perle de sang vermillon apparut, aussitôt diluée par l'eau amidonnée qui recouvrait ses mains. Elle serra les dents, retenant un cri de surprise plus que de douleur. « Fais gaffe à la porcelaine, » ricana Malik. « On n'a pas d'assurance pour ça. Tiens ton pouce derrière, comme ça. Et force avec le poignet, pas avec tes épaules. T'es pas en train de ramer sur la scène. » Autour d'eux, la brigade fonctionnait comme un seul organisme. Les ordres fusaient, brefs et codés. « Oui, chef, chaud devant. J'envoie 3 cabillots. » C'était une symphonie brutale et précise, et elle en était la seule note discordante, le grincement insupportable. Chaque pomme de terre qu'elle tentait de sculpter était une insulte à la profession. Trop anguleuse, trop petite, difforme. Les déchets s'accumulaient à ses pieds, un monument à son incompétence. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de rage, d'humiliation. L'image d'Arnaud la traitant de clocharde lui revint, ironique et cruelle. Il l'avait humiliée pour son apparence. Ici, on l'humiliait pour son essence même, pour son inutilité. Pourtant, elle ne flancha pas. Elle se souvint de cette année de plonge, de l'odeur de javel et de graisse froide, du poids des casiers, de la solitude de son studio. Elle avait survécu à ça. Elle pouvait survivre à un adolescent arrogant et à une montagne de patates. Elle respira profondément, ignorant la douleur dans son dos et le feu à son pouce. Elle se concentra sur le geste, uniquement le geste. La lame, la chair, la rotation. Encore. Et encore. Les sarcasmes de Malik s'espacèrent, remplacés par un silence observateur. Au bout d'une heure qui lui parut une éternité, Chloé avait produit une petite dizaine de tournées à peu près acceptables. Ils étaient maladroits, mais reconnaissables. Malik en prit un, le fit rouler entre son pouce et son index. Il ne dit rien. Il le reposa simplement avec les autres, puis se détourna sans un mot pour retourner à son propre poste, où une caisse de cèpe attendait d'être nettoyée. Ce silence fut la plus grande victoire de la journée de Chloé. Elle resta un instant immobile, le regard fixé sur le petit tas de légumes informes mais victorieux. Puis elle replongea les mains dans l'eau froide et attrapa une autre pomme de terre. Le service était loin d'être terminé. Les heures qui suivirent furent un brouillard de gestes répétés, de bruits métalliques et de vapeurs chaudes. Le coup de feu du soir emporta tout sur son passage, les doutes, la fatigue, la douleur sourde qui commençait à irradier de son dos. Chloé fut cantonnée à des tâches ingrates, celles que personne ne voulait. Elle transporta des caisses de légumes de la chambre froide à la cuisine, lava des montagnes de salade sous un filet d'eau glacée, et passa 1 heure à récurer des plaques de cuisson noircies jusqu'à ce que ses ongles saignent.
Personne ne lui adressait la parole, mais elle sentait des regards peser sur elle. Des regards curieux, parfois hostiles, mais plus souvent indifférents. Elle n'était qu'une paire de bras supplémentaires dans la mécanique brutale du service. Quand enfin le dernier plan de travail fut astiqué jusqu'à briller sous les néons, un silence presque irréel tomba sur la cuisine. Les autres apprentis, épuisés, s'affalèrent autour d'une grande table en bois dressée à la hâte dans un coin pour le repas du personnel. Des plats simples, roboratifs, posés sans cérémonie. Chloé resta debout, hésitante, jusqu'à ce que la voix de Céline, la directrice, ne claque sèchement. « Le personnel mange. Assieds-toi, toi. » Elle prit place au bout de la table, à l'écart. Un mur invisible la séparait des autres. Ils parlaient entre eux leur propre langue, un argot de banlieue et de cuisine, émaillé de blagues qu'elle ne comprenait pas. Ils mangeaient vite, avec l'appétit féroce de ceux qui ont dépensé chaque calorie de leur corps. Elle piqua sa fourchette dans une purée de pommes de terre, la même qu'elle avait épluchée des heures plus tôt. Le goût était simple, honnête. C'était le goût de l'épuisement. Jean-Luc apparut dans l'encadrement de la porte, une tasse de café noir à la main. Il ne s'assit pas. Il resta là, observant la scène, son regard balayant la tablée avant de se poser sur sa fille. Le brouhaha diminua. Chloé sentit son cœur se serrer. Elle s'attendait à un mot, un signe, un reproche peut-être. Il s'approcha lentement, contourna la table et s'arrêta derrière elle. Elle sentit son ombre la couvrir. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, sa voix, basse et neutre, tomba comme une sentence. « Demain, 5 heures, tu seras au poste de marée. Grattage et ébarbage des moules de bouchot pour le service du midi. » Il n'attendit pas de réponse. Il se détourna et disparut aussi silencieusement qu'il était venu. Le silence à la table fut plus lourd encore. Gratter les moules. Une tâche glaciale, humide, interminable. Le bas de l'échelle. Encore plus bas que les patates. C'était un message, adressé à elle et à toute la brigade. Il n'y aurait aucun favoritisme, aucune pitié. Chloé baissa la tête et regarda ses mains posées sur la table. Elles étaient rouges, gonflées, avec de petites coupures que le savon faisait brûler. Elle les ferma en poing. Elle ne sentit pas la colère, ni l'humiliation. Juste une étrange et froide détermination. Elle releva la tête et termina son assiette, mâchant lentement sous le regard des autres. Elle ne pensait pas à son lit douillet dans son ancien appartement parisien. Elle pensait déjà à l'odeur de la marée et au froid qui, à l'aube, lui mordrait les doigts jusqu'à l'os. Le réveil n'a pas sonné. C'est le froid qui l'a tiré du sommeil. Un froid humide qui s'infiltrait par la fenêtre mal isolée du studio. Dehors, la nuit était encore d'encre, mais une encre déjà diluée par le gris de l'aube. Chloé ne s'est pas attardée dans le lit étroit. Chaque muscle de son dos et de ses bras protestait, une douleur diffuse et lancinante qui était la mémoire physique de la veille. Elle a enfilé un pull rêche par-dessus un simple t-shirt, un jean usé, et a noué ses cheveux en un chignon sévère. Dans le miroir piqué de la salle de bain, elle n'a vu qu'une silhouette fonctionnelle, un visage pâle et sans artifice. L'autre, celle de Paris, était une étrangère. La rue était déserte. Seuls les cris des goélands et la sirène lointaine d'un bateau de pêche déchiraient le silence. Une fine bruine glacée lui fouettait le visage. L'odeur de la marée était plus forte qu'hier, plus animale, mêlée à celle du goudron mouillé et du diesel froid des chalutiers. Elle marcha d'un pas rapide, la tête baissée dans le col de sa veste, comme pour se fondre dans le paysage portuaire qui se réveillait à peine. Elle n'était plus une intruse, mais une ombre parmi les autres ombres qui convergeaient vers les docks. La porte de service de la brigade n'était pas verrouillée. En la poussant, elle entra dans une obscurité presque totale, un silence seulement troublé par le bourdonnement grave des énormes réfrigérateurs. Puis, dans le fond de la cuisine, elle aperçut le faible halo d'une veilleuse. Assis seule à une table en inox, une tasse fumante entre les mains,
Jean-Luc était là. Il ne semblait pas l'avoir entendu entrer. Il fixait un point dans le vide, l'air absent, comme un capitaine sur son pont avant la tempête. Chloé resta immobile sur le seuil, n'osant troubler cet instant. Devait-elle parler? S'annoncer? Faire demi-tour? La question fut réglée pour elle. Sans tourner la tête, il dit simplement, d'une voix neutre qui résonna dans le grand vide. « Tu es en avance. » Elle déglutit, sa gorge sèche. Je voulais prendre de l'avance. Il se leva enfin et se tourna vers elle. Son regard n'était ni dur, ni bienveillant. C'était le regard d'un artisan qui évalue un outil. Il traversa la cuisine, allumant les néons les uns après les autres. La lumière crue et blanche inonda l'acier, le cuivre et le carrelage, révélant un monde impeccable et endormi. Il s'arrêta devant une pile monumentale de casseroles et de marmites en cuivre, celles de la veille, qui attendaient leur nettoyage. « Tu vois ça ?» dit-il en désignant une énorme daubière. « Je veux que ça brille comme un sou neuf, dehors et dedans, avec du sel et du vinaigre blanc. Pas de produits chimiques, juste ça, et de l'huile de coude. » Il lui tendit un seau contenant des torchons, du gros sel et une bouteille de vinaigre. Puis, il retourna s'asseoir avec son café, son dos tourné vers elle, la laissant seule face à la montagne de cuivre terni. Le travail commençait. Un travail de patience, d'abrasion. Un travail pour effacer les traces, polir la surface et révéler ce qui se cachait dessous. Chloé ne dit rien. Elle s'agenouilla sur le carrelage froid, sentant l'humidité du sol traverser le tissu fin de son pantalon. Elle prit le premier chaudron, lourd et mat. Le cuivre était froid sous ses doigts, une surface inerte, éteinte, couverte de traces sombres, de fantômes de cuisson passée. Elle plongea un chiffon dans le vinaigre, l'odeur âcre lui montant aux narines, puis le trempa dans le gros sel. Le premier frottement fut un crissement désagréable, le sel griffant le métal oxydé. Un son qui rappelait les nerfs. Elle commença par petits cercles, comme on lui avait dit. La force venait de l'épaule, du dos, de tout son corps tendu dans l'effort. Au début, rien ne se passa. La surface restait terne, butée. Elle sentit une bouffée de découragement, une envie de se relever et de dire que c'était impossible, absurde. Mais le silence dans son dos était plus lourd que le chaudron entre ses mains. C'était le silence d'un juge qui attendait, non pas le résultat, mais la preuve de l'engagement. Alors elle continua. Le mouvement devint une sorte de punition mécanique, une transe. Frotter, frotter, encore. La pâte de sel et de vinaigre se colorait d'un vert de gris sale. Ses mains, déjà abîmées, commencèrent à la brûler au contact de l'acide. Elle serra les dents. Le monde se réduisit à ce cercle de cuivre de 50 centimètres de diamètre. Son dos protestait, une douleur familière qui s'installait entre ses omoplates. Et puis, elle le vit. Au milieu de la grisaille, une lueur timide. Un éclat rosé, presque solaire. Un point de lumière qui semblait venir des profondeurs du métal. Galvanisée, elle redoubla d'efforts, concentrant son énergie sur cette petite zone. La tache brillante s'agrandit, comme une flaque de soleil sur un sol poussiéreux. Le crissement changea, devint plus doux, plus lisse, le son du métal poli et non plus celui du métal attaqué. Bientôt, une moitié du chaudron avait retrouvé son lustre d'antan. Dans la surface devenue miroir, elle aperçut un reflet déformé, un visage étrange, aux joues creuses, aux yeux cernés, le front perlant de sueur. Ce n'était plus le visage qu'elle connaissait, celui des photos mondaines, lisses et apprêtées. C'était une autre, une inconnue qui lui ressemblait. Derrière elle, le bruit d'une tasse reposée sur une soucoupe. Jean-Luc n'avait pas bougé. Il n'avait pas besoin de se retourner. Il avait entendu le changement de rythme, le silence de la résignation remplacé par le souffle de l'acharnement. Il avait vu, dans le reflet de la grande baie vitrée, sa silhouette courbée non plus sous le poids de la honte, mais sous celui de l'effort.
La porte de service s'ouvrit dans un courant d'air glacial, laissant entrer le bruit de la ville qui s'éveille et la silhouette massive de Malik. Il s'arrêta net, un sac de sport jeté sur l'épaule. Il vit la scène, le patron buvant son café, et la nouvelle, à genoux, au milieu d'une forteresse de cuivre. Un sourire mauvais étira ses lèvres. Il ne dit rien, mais son regard, lourd de sarcasme, fut plus éloquent qu'une insulte. Il la laissa là, dans sa nouvelle royauté de misère, et passa dans les vestiaires. Chloé ne releva même pas la tête. Elle attrapa la daubière suivante. La montagne l'attendait. Le premier chaudron était un monde en soi. Un univers de graisse cuite, de suc caramélisé et d'oxydation tenace. Chloé y plongea les mains. La pâte qu'elle utilisait, un mélange âcre de vinaigre blanc et de gros sel que lui avait indiqué le vieux plongeur de la veille, attaquait la peau déjà sensible de ses doigts. Le geste était simple. Frotter. En cercle. Inlassablement. Le grincement du tampon abrasif sur le métal était le seul son qui lui parvenait. Une complainte rauque qui couvrait le battement sourd de son propre sang à ses tempes. Son dos, déjà noué par la nuit sur le matelas trop fin, se mit à la lancer. Une douleur précise, aiguë, juste entre les omoplates. Elle serra les dents. Frotter. Chaque cercle était une seconde effacée de sa vie d'avant. Chaque trace noire qui cédait sous la pression était une petite victoire sur le fantôme de la femme qu'elle avait été. Elle ne pensait plus à Arnaud, ni à l'appartement haussmannien, ni au cliquetis des coupes de champagne. Elle ne pensait qu'à la surface terne qui devait retrouver son éclat. Alors, Cendrillon, on découvre les joies du prolétariat ? La voix de Malik claqua dans le silence de la cuisine. Il était revenu, changé, immaculé dans sa veste de cuisine blanche, un torchon propre négligemment passé dans son tablier. Il s'adossa au plan de travail, les bras croisés, la regardant de haut avec une satisfaction gourmande. Chloé ne sia pas. Elle ne releva pas la tête. Ses doigts, crispés sur le tampon, devinrent blancs. Le crissement sur le métal s'intensifia. Voyant qu'il n'obtenait pas de réaction, Malik insista, sa voix plus mielleuse, plus venimeuse. C'est autre chose que de valider des notes de frais pour des déjeuners à 500 €, pas vrai? Ici, on transpire pour de vrai. Le silence de Chloé fut sa seule réponse. Un silence dense, lourd, presque aussi solide que le cuivre qu'elle polissait. Toute sa rage, toute son humiliation, elle la canalisait dans son bras, dans le mouvement circulaire et épuisant. Elle frottait, non plus seulement pour nettoyer, mais pour ne pas hurler. Le chaudron devenait le réceptacle de sa fureur muette. Déçu de ne pas avoir trouvé de fissure, Malik laissa échapper un petit rire méprisant. « Fais gaffe de pas te casser un ongle, princesse. » Il haussa les épaules et se dirigea vers les fourneaux, la laissant à sa tâche. De l'autre côté de la cuisine, près des réserves, Jean-Luc n'avait pas bougé. Il avait entendu la pique. Et surtout, il avait vu le rempart. Il avait vu le corps de sa fille se tendre, non pour s'effondrer, mais pour résister. Elle n'avait pas répondu. Elle avait frotté. Elle avait transformé l'affront en énergie cinétique. Pour la première fois depuis des années, il ne vit pas en elle une victime, mais une combattante. Chloé s'arrêta un instant, le souffle court. Elle repoussa une mèche de cheveux de son front, en sueur, avec le dos de son poignet. Sous ses doigts, au cœur de la patine sombre, une première parcelle de cuivre avait retrouvé son éclat rosé, timide et chaud comme une aurore. Elle regarda la pile de chaudrons qui l'attendait encore. La montagne. Elle sentit la douleur dans son dos, la brûlure de l'acide sur ses mains, mais pour la première fois, ce n'était plus le poids du désespoir. C'était le prix du premier pas. Elle reprit le tampon, et elle se remit à frotter. Elle frotta. Le geste, d'abord conscient et douloureux, devint mécanique. Le monde se réduisit au cercle de cuivre sous ses mains, au grincement du tampon sur le métal et au parfum acide du vinaigre qui lui montait à la gorge. Là, heure après heure, le tas de chaudrons sombres diminuait, tandis qu'à sa droite,
s'élevait une tour instable de lumière rosée, une constellation de soleil captif dans la pénombre du local. Elle ne sentait plus la douleur aiguë, seulement une douleur diffuse, un fond sonore corporel qui lui confirmait qu'elle était vivante. Son dos était une barre de fer, ses doigts, des serres gourdes et rouges. La sueur salée coulait dans ses yeux, mais elle ne s'arrêtait pas pour l'essuyer. Le mouvement était devenu une transe, une prière sans mots. Chaque trace de vert-de-gris effacée était une seconde de son ancienne vie qu'elle anéantissait. Chaque reflet qui naissait était une promesse. Vers 10 heures, alors que la brigade commençait à s'activer pour la mise en place du midi, Malik passa devant elle. Il s'arrêta, les bras croisés, un sourire en coin. Il regardait la pile de cuivre étincelant, puis le visage en sueur de Chloé. Il attendait une plainte, un signe d'abandon. Il n'y eut rien, juste le rythme hypnotique du frottement. « Fais gaffe, tu vas finir par te voir dedans, la bourgeoise », lança-t-il, sa voix chargée de mépris. Chloé ne releva même pas la tête. Son univers était ce chaudron, le dernier. Elle sentit son regard sur sa nuque, insistant, cherchant une fissure. Ne la trouvant pas, il haussa les épaules et s'éloigna en donnant un coup de pied rageur dans un seau vide. Le bruit métallique résonna, mais ne brisa pas le rythme de Chloé. Enfin, ce fut fini. Elle posa le dernier chaudron, tiède sous ses doigts, sur la pyramide de lumière. Elle se releva lentement, chaque vertèbre protestant. Devant elle, l'œuvre était complète. La pile de cuivre rutilant semblait vibrer, accumulant la faible lumière du matin pour la restituer, centuplée. C'était beau. C'était absurde. C'était la chose la plus réelle qu'elle s'est accomplie de toute sa vie. Elle resta là, chancelante, les mains pendantes, couverte de pâtes grises et de sang séché. C'est à ce moment que Jean-Luc apparut dans l'encadrement de la porte. Il ne la regarda pas. Ses yeux se posèrent sur la tour de cuivre. Il s'approcha, prit un des plus grands chaudrons, le soupesa, fit glisser son pouce sur la surface polie, inspectant l'intérieur. Son visage était impénétrable. Il le reposa sans un bruit. Puis, sans un regard pour Chloé, il désigna du menton le carrelage de la cuisine principale, déjà maculé par les premières allées et venues. Le sol. Seau et serpillière, dit-il d'une voix neutre, avant le coup de feu. Puis, il tourna les talons et disparut. Chloé le regarda s'éloigner. Elle baissa les yeux sur ses mains détruites. Un instant, un tremblement la secoua, la tentation des larmes, de l'effondrement. Mais elle respira l'air froid et humide, chargé d'odeurs de légumes et de métal. Elle se dirigea vers le placard à balai. La douleur dans son dos était un ancrage. Elle avait gagné le droit de nettoyer le sol. Elle avait gagné le droit au lendemain. Le placard à balai sentait le chlore et l'humidité stagnante. Chloé empoigna le seau en plastique bleu, lourd même vide, et la serpillière, masse grise et rêche qui semblait avoir l'âge de la cuisine elle-même. Elle remplit le seau au robinet des plongeurs, l'eau glacée faisant crier la tuyauterie. Une dose de détergent et une odeur chimique, faussement propre, monta à ses narines. Elle commença dans un coin, loin des plans de travail où les premiers commis commençaient à s'affairer. Le geste était maladroit au début. Elle se souvint vaguement des parquets de l'avenue Montaigne, cirés chaque semaine par une femme dont elle ne connaissait même pas le nom. Le bois luisait alors sous ses escarpins comme une eau sombre et parfaite, un miroir qui ne reflétait que le luxe. Ici, le carrelage était un champ de bataille quadrillé, chaque carré portant les cicatrices des services passés, des taches de graisse incrustées, que ni le cuivre ni le déterge ne semblèrent pouvoir vaincre. Autour d'elle, la cuisine s'éveillait dans un ballet de gestes précis et silencieux. Des silhouettes pressées passaient, contournant son seau sans un mot, sans un regard. Elle était devenue un obstacle, un élément du décor fonctionnel, aussi impersonnel que le balai qu'elle tenait. Un cuisinier la frôla, faillit trébucher, et lâcha un « fais gaffe, merde », sans même tourner la tête.
L'insulte ne l'atteignit pas. Elle n'était plus Chloé Moreau. Ce nom n'avait aucune valeur ici, aucune résonance. Il était un vêtement trop grand, abandonné dans une autre vie. Ici, elle était celle qui lave le sol. Et dans cette définition simple, brutale, il y avait un soulagement inattendu. Une libération. Le mouvement de la serpillière devint un pendule, rythmant ses pensées. Chaque aller-retour effaçait une trace, une souillure. Elle ne nettoyait pas seulement le sol, elle déblayait quelque chose en elle. Les visages d'Arnaud, des cadres du groupe, de ses anciennes amies, apparaissaient parfois, déformés dans le reflet de l'eau sale qu'elle essorait, avant de se dissoudre dans les égouts. Elle ne ressentait plus la colère, ni même la honte, juste une distance infinie, comme si elle regardait les archives d'une existence qui n'était pas la sienne. Quand elle eut terminé, le soleil n'était pas encore levé, mais les néons de la cuisine jetaient une lumière crue sur les carreaux humides et propres. Une surface nette, une page blanche. La douleur dans ses reins était une signature au bas de la page, le sceau de son labeur. Elle rangea le seau et la serpillière, ses mains brûlantes au contact du plastique froid. Le théâtre était prêt, les acteurs entraient en scène. Elle n'était que la main invisible qui avait préparé la scène. Et pour la première fois, ce rôle lui suffisait. Ce rôle lui suffisait. Les premières silhouettes de la brigade de cuisine commencèrent à glisser dans la lumière blanche. C'étaient des ombres silencieuses, animées d'une efficacité somnambule. Il n'y eut pas de salutation bruyante, juste le cliquetis métallique des mallettes à couteau qu'on pose sur l'inox, le froissement des vestes qu'on enfile, le sifflement du percolateur qui lançait son premier cycle. Adossée contre le mur carrelé près de la plonge, Chloé était devenue une partie du décor, aussi inanimée que les étagères en acier ou le calendrier du fournisseur épinglé au-dessus du passe-plat. Le chef entra, un homme sec et nerveux, dont l'énergie semblait contenue sous haute pression. Son regard balaya la cuisine, vérifiant chaque poste, chaque détail, mais il glissa sur Chloé sans s'arrêter, comme si elle était transparente. Il s'adressa au tableau blanc où étaient inscrits les arrivages du matin, les réservations, les consignes. Sa voix était un instrument tranchant, précis. Autour de lui, les corps se mirent en mouvement. Une chorégraphie millimétrée qui commençait par le hachis régulier des oignons et le crépitement de l'ail dans l'huile chaude. Un jeune commis, à peine sorti de l'école, le visage encore poupin mais déjà empreint d'une arrogance professionnelle, laissa glisser un bac en plastique. Une sauce vierge, huile d'olive, tomates concassées et herbes éclaboussa le sol fraîchement lavé. Il jura entre ses dents, non pas par remords, mais par contrariété face à son erreur. Puis il se tourna vers Chloé. Il ne dit pas un mot. Il fit simplement un geste du menton en direction de la flaque huileuse. Un ordre muet, absolu. Il y a quelques mois, une telle désinvolture l'aurait anéantie, humiliée jusqu'à la moelle. Elle aurait senti les larmes de rage lui monter aux yeux, la protestation lui brûler la gorge. Mais là, rien. L'offense n'avait plus de prise sur la personne qu'elle était devenue. Cette personne n'avait pas d'orgueil à défendre. Elle avait des tâches à accomplir. Le sol était sali. Il fallait le nettoyer. Sans un mot, elle retourna vers le placard à balai, reprit la serpillière encore humide et le seau. Tandis qu'elle épongeait l'huile et les morceaux de tomates, agenouillés sur le carrelage, le bruit de la cuisine s'intensifiait autour d'elle. C'était une symphonie brutale et organisée. Le choc des couteaux sur les planches, le grondement des hottes d'aspiration, les ordres brefs qui fusaient. Elle était au pied de la scène, invisible, nettoyant les traces laissées par les danseurs. Quand elle se releva, personne ne la remarqua. Le commis était déjà passé à autre chose. Le sol était de nouveau propre. Le balai pouvait continuer. Elle retourna à son poste juste au moment où les premières assiettes sales du service du midi arrivaient, poussées avec force sur le comptoir de la plonge. La vague commença. Une avalanche de porcelaine, d'acier et de restes de nourriture. La vapeur du lave-vaisselle lui cingla le visage.
Le bruit devint un mur. Elle ne se noierait pas. Elle apprendrait à respirer sous l'eau. Et elle respira. Non pas l'air, mais la vapeur brûlante qui s'échappait de la machine à chaque cycle, une bouffée suffocante qui sentait le détergent et la graisse. Respirer sous l'eau, c'était d'abord accepter de ne plus distinguer le jour de la nuit, le début du service de sa fin. Le temps se liquéfiait, devenait une succession de casiers en plastique à remplir et à vider. Gratter, rincer, ranger, tirer la manette, attendre le sifflement, sortir le casier fumant, empiler. Un balai mécanique où chaque hésitation se payait par un retard, une pile d'assiettes qui menaçait de s'effondrer, un regard noir lancé par-dessus le passe-plat. Les premières semaines, son corps avait hurlé, le dos plié en deux au-dessus de l'évier, les doigts boursouflés par les brûlures et les coupures, les pieds endoloris par des heures de station debout sur un caille-bottis en caoutchouc. Puis, lentement, le corps avait cessé de crier. Il s'était tu, s'était endurci. La peau de ses mains, d'abord à vif, s'était épaissie. Des callosités s'étaient formées sur ses paumes et à la base de ses doigts, une nouvelle peau, dure, insensible, une armure forgée par le métal chaud et l'eau agressive. Elle ne sentait plus les petites brûlures. Elles n'étaient plus que des marques éphémères, des décorations sur la cartographie de son labeur. Elle apprit le langage de la cuisine sans prononcer un mot. Elle apprit à reconnaître le bruit d'une poêle en cuivre qui tombe et qu'il faudra récurer d'urgence pour le saucier. Elle apprit à anticiper la fin des amuse-bouches par le flot soudain de petites verrines. Elle apprit que le silence d'un chef de partie penché sur son plan de travail était plus redoutable que les cris du chef de cuisine. Elle était devenue une experte de l'ombre, une observatrice silencieuse du grand théâtre. Sa place n'était pas sur scène, mais elle en connaissait toutes les coulisses, tous les rouages secrets. Un jour, pendant le pic du service, alors que la sueur et la vapeur lui brouillaient la vue, le chef poissonnier, un homme taciturne à la mâchoire carrée, aboya dans sa direction sans la regarder. « La plaque à snacker, la grande. Maintenant !» Il n'y avait pas de « s'il te plaît ». Il n'y avait que l'urgence. Autrefois, elle aurait paniqué, cherché, perdu un temps précieux. Mais là, sa main plongea avec une certitude aveugle dans la pile d'ustensiles propres, saisit la plaque en inox encore tiède et la fit glisser sur le comptoir, du côté de la cuisine. Le chef la prit sans un regard, mais elle sentit que quelque chose avait changé. Elle n'était plus un obstacle. Elle était une partie de la mécanique. Les mois passèrent. L'été brûla l'asphalte dehors, mais dans la plonge, la seule chaleur était celle, constante et humide, des machines. L'automne amena des feuilles mortes qu'elle balayait le matin devant la porte de service. Elle avait cessé de compter les jours. Son monde était rythmé par les services, les livraisons et les jours de paix. L'argent, si peu, était juste assez pour le loyer du studio et la nourriture la moins chère. Elle avait maigri. Ses traits s'étaient affinés, durcis. Il n'y avait plus rien de doux en elle, plus rien de fragile. Quand elle se croisait dans le reflet d'une porte en inox, elle voyait une étrangère aux yeux fatigués, mais dont le regard ne fléchissait plus. C'était le regard de quelqu'un qui savait qu'elle ne se noierait pas. Elle avait appris. Elle respirait. 1 an. L'hiver était revenu, mais ce n'était plus celui de Paris. C'était un hiver marin, chargé de sel et du cri des goélands. À Boulogne-sur-Mer, le vent de la Manche s'engouffrait dans les rues, fouettait les murs du vieil entrepôt frigorifique que Jean-Luc avait transformé. À l'intérieur, c'était une autre tempête. 24 jeunes, garçons, filles au parcours cabossé, s'activaient dans un fracas de casseroles et de directives hurlées, avec une bienveillance bourrue. La brigade vivait, une odeur puissante de beurre noisette crépitant dans le cuivre, de fumée de poisson et d'iode frais venus de la criée voisine emplissait l'air. Jean-Luc, au milieu de ce chaos maîtrisé, n'avait jamais paru aussi vivant. Il ne portait plus de manteau élimé,
ni de costume de fondateur. Juste un tablier blanc, taché, et sur son visage, une sérénité que l'argent ne lui avait jamais donnée. Ce matin-là, un courant d'air plus froid que les autres fit frissonner le commis qui écaillait des sols. Dans l'encadrement de la porte de service, une silhouette se tenait immobile. Jean-Luc leva les yeux. Le bruit de la cuisine sembla s'évanouir. C'était Chloé. Elle n'avait plus rien de la femme qu'il avait laissée sur le trottoir parisien. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère. Son visage était nu, creusé par la fatigue, mais solide. Elle portait un jean usé et un simple pull gris. Elle était plus mince, presque anguleuse, mais elle se tenait droite. Elle avait l'air d'un roseau qui avait ployé sous la tempête et s'était redressé, plus fort. Elle ne dit rien. Elle fit quelques pas dans la cuisine, le regard balayant les plans de travail en inox, les batteries de cuivre suspendues, les visages curieux des apprentis. Elle s'arrêta devant lui. Lentement, elle tendit ses mains, paumes vers le ciel. Elle n'était plus des mains de bourgeoise. La peau était rougie, sèche, zébrée de fines cicatrices de brûlures et de coupures. Ses ongles étaient coupés à ras, le pourtour abîmé par l'eau de Javel et le travail incessant. C'étaient les mains d'une plongeuse, d'une serveuse. C'était le testament d'une année passée à respirer sous l'eau. « Je sais nettoyer le cuivre », dit-elle simplement. Sa voix était plus basse, un peu rauque. « Je sais faire la plonge. Je sais dresser une table et débarrasser sans faire de bruit. Je ne sais rien faire d'autre. Apprends-moi. » Jean-Luc la regarda longue.